Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue dans le carré. Avant de commencer, tu connais l'histoire, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, c'est important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes mes vidéos. Allez, prends soin de toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro dans le carré. Et je suis pas peu fier, non messieurs, dames, d'avoir un homme aujourd'hui, un homme de grands et de multiples talents qui a eu déjà plusieurs carrières dans sa vie. Il est énervant, oui, il est énervant car il est beau. Ça déjà, ça m'énerve. Il a du talent au poker, ça m'énerve aussi. Mais en plus, il est sympa. Et en plus, pour couronner le tout, il a une vie dans le monde du cinéma, je dirais, de l'acteur. On va y revenir. Vous avez compris, aujourd'hui, je reçois Monsieur Julien Sidbon. Salut Loïc. Merci mon ami d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Alors, avant de démarrer l'interview, on va rappeler un peu ton CV. Et moi, je peux te dire que d'habitude, quand je fais le CV des gens, il fait pas 2 pages et demie. Ah merde, t'as bien travaillé en tout cas. J'ai bossé. On va la faire version courte, hein, parce que la version longue, on en est pour 1h30. Mais très vite, sur ta carrière dans le monde du cinéma, du théâtre, de l'audiovisuel en général, on va citer que tu as été dans des séries comme Section de recherche, RIS, Nos chers voisins, la publicité, alors il y en a un paquet, mais entre autres GDF, PMU, Decathlon, Cdiscount, le mannequinat, il y a une liste longue comme le bras. Doublage, monsieur aussi, avec des films comme Transformers 3, Kung Fu Panda ou Fast and Furious 5, c'est pas dégueu, j'ai connu pire. Et puis côté poker, bon, les victoires sont multiples, mais le bilan, il est là, 1,6 million de dollars sur Eden Mob. C'est pas mal, ça, c'est mieux en tout cas que moi. Et aujourd'hui, tu es dans le top 50 français. Ok, je savais pas, mais merci, c'est cool. Le CV est pas dégueu. Et évidemment, on te reçoit pour des choses multiples, mais entre autres, tu viens de passer 3 semaines à prendre à peu près tout le pognon possible qu'il pouvait y avoir pendant le festival d'Apo. Et vu qu'il n'y en avait pas assez, qu'a priori tu voulais acheter un T4 et non pas un T3, tu as eu en plus le bon goût de gagner 71 000 dollars. Il y a 2 jours sur Internet. Voilà, alors là, bon, j'ai envie de dire, le CV est posé, n'est-ce pas? Mon ami, on a plein de choses à voir ensemble. La première question que j'ai envie de te poser, c'est... Le CV est incroyable. La carrière poker est très très respectable et c'est un euphémisme. Et pourtant, tu es assez discret dans ce milieu-là du poker. Alors pourquoi cette discrétion pour quelqu'un qui a tous les atouts de représenter ce jeu? En fait, clairement, quand j'ai démarré le poker, je bossais vraiment pas mal en tant que comédien et j'avais un truc dans ma tête qui était, je veux vraiment dissocier le poker et mon travail. Donc, j'avais vraiment pas envie que les gens associent cette image de joueur de poker. C'est-à-dire qu'au niveau des castings, au niveau des rendez-vous que j'avais avec des dires de cast ou alors avec des prods ou avec des réals, il y avait cette image de putain, bah, peut-être qu'il est joueur de poker. Et du coup, il y a ce côté un peu péjoratif du poker que j'avais pas envie que cette image me colle à la peau. Du coup, je m'étais dit, bah, le poker, c'est une passion. Ça me permet d'arrondir mes fins de mois en plus de mon boulot. Je me suis dit, je garde ça de côté. Je joue tranquillement et je vais pas me mettre en avant. C'est pourquoi j'ai jamais rien mis sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit parce que j'estimais que c'était une carrière entre guillemets parallèle et je m'étais jamais dit je veux que ça devienne mon métier. Et du coup, bah, j'avais mon métier en tant que comédien, ça passait toujours en priorité et le poker venait à côté. C'est pourquoi j'ai jamais communiqué là-dessus ou j'ai toujours été assez discret. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, en gros, c'est pas aujourd'hui, c'est fin 2017. J'ai eu une sorte de déclic. En fait, je m'étais cassé la cheville genre 1 an avant et du coup, j'avais beaucoup moins tourné pendant genre 4 mois, 5 mois et j'avais beaucoup plus joué au poker. Et j'étais parti faire un tour d'Asie pendant 7 mois. Et quand je suis revenu, j'avais fait 4e du high roller à Paris, je crois, pour 50 000 euros, 55 000 euros. Je n'avais pas joué depuis 6 mois ou je ne sais pas quoi. Je me suis dit, putain, quand même, ça fonctionne pas mal et tout. Et 2017, j'avais beaucoup joué et j'avais fait une très belle année. Et à la fin, je me suis dit, OK, c'est compliqué au niveau des impôts parce que je déclarais déjà un minimum de rentrée de poker auprès des impôts. Je me disais, comment est-ce qu'on s'y retrouve là-dedans? Comment est-ce que je peux mixer les deux et tout? Sachant qu'à l'époque, je te coupe, je suppose que tu es aussi intermittent, donc du spectacle. Je suis intermittent du spectacle depuis genre, je sais pas, 2008 à ce moment-là, ou 2007, je sais plus. Et du coup, je suis intermittent du spectacle et je paye en plus de ça des impôts par rapport au poker. Je rajoute dans mes BNC parce qu'à l'époque, on ne sait pas comment ça fonctionne, etc. Et je me dis, je veux au moins me prémunir et dire, bah, au moins, j'ai déclaré les choses et je suis tranquille. Et je me suis dit, voilà, ça commence à bien marcher. Vas-y, tu sais quoi? Enfin, donc ma copine à l'époque me dit, mais pourquoi on part à Londres et lance-toi véritablement, accepte ce côté professionnel du poker, tu vois.
Et je me suis dit, OK. Et à cette époque-là, j'ai pris un coach mental avec qui j'ai bossé pendant quelques temps, qui m'a permis de réaliser l'importance de validation de, OK, c'est mon métier, j'accepte et je donne tout ce qu'il faut pour. Et du coup, j'ai fait ça. Je me suis installé à Londres. J'ai pris un coach mental, j'ai bossé. Et dans ma tête, j'étais joueur de poker professionnel. Et j'ai fait une année 2018 qui était ma plus belle année à cette époque-là. Et je me suis dit, OK, c'est ce qu'il faut, tu vois. Et dans ce cas-là, je me suis dit, je suis joueur de poker. Et après ça, j'ai décidé de partir 1 an en Australie pour voyager un peu, pour fêter tout ça. Et je me suis bien baladé. Et en fait, voilà, ça a été un déclic pour moi de maintenant, je suis joueur de poker professionnel et c'est mon métier et c'est ma vie et je l'accepte. Et je bosse en tant que comédien encore quand j'ai des trucs qui me plaisent ou qui me touchent et je fais des castings encore. Est-ce que accepter d'être un joueur de poker professionnel, ça a été aussi dur pour toi parce que quelque part, c'est renoncer au rêve de se dire je serai un grand comédien, un acteur reconnu. Ouais, clairement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait pas mal de petits rôles en télé, des rôles secondaires et tout, et j'ai jamais décroché de gros rôles au ciné. Je suis passé pas loin sur pas mal de projets. Je suis parti aux États-Unis, j'ai fait 4 mois à Los Angeles où j'ai rencontré pas mal de directeurs de casting, j'ai passé des essais pour des films de Soderbergh, et il y a des trucs qui devaient se faire, et au final, ça s'est pas fait à cause de visa ou à cause d'autres choses. J'ai tourné des clips de chanteurs américains, j'ai fait pas mal de choses, et en fait, j'ai jamais eu le gros truc qui m'a propulsé. Et je commençais à manquer d'épanouissement dans le sens où j'aime pas aller en soirée, j'aime pas avoir à aller parler au directeur de casting, à aller devoir se vendre en fait. Moi j'aime, je travaille dans mon coin. Si ça plaît, ça fonctionne, on y va, tu vois. Un peu comme au poker. Au poker, tu fais ce que tu veux, tu es dans ton coin. Bah, quand tu gagnes, bah, tu fais tes preuves sur le terrain en fait. Et en fait, c'est ça qui me pesait un peu. Et je me suis dit, bah voilà, je vais être mon propre patron. J'ai ça. Et je sais que en tant que comédien, on peut bosser toute la vie. C'est-à-dire qu'à 45 ans, je pourrais trouver des rôles et encore plus parce que justement, il y a la maturité et ça correspond un peu plus à ce qu'on cherche en France. Et du coup, je me suis dit, ben, c'est une période, c'est un temps, tu vois. C'est pas vraiment un renoncement. C'est plus on accepte d'avoir une double casquette. Et en plus de ça, je me sers, entre guillemets, de mes aptitudes en tant que comédien à une table de poker. Et c'est ça que j'adore, en fait. Tout est relié, tout est mêlé, tu vois. Alors, dans une précédente de mes vies, ce que personne ne sait, c'est que j'ai fait, complètement par hasard, parce que moi, c'était pas du tout de mes rêves, j'ai fait beaucoup de figurations et des petits rôles dans des films et dans des séries. À une époque où j'étais beaucoup plus svelte et où j'avais des cheveux bleus, ce qui pouvait attirer parfois. Ah ouais, bleu, ça attire. Ben bleu, si tu veux, l'avantage, c'est que je jouais ou le jeune étudiant ou le jeune punk. Donc, j'ai eu quelques rôles comme ça, mais moi, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Par contre, le cachet, quand t'as 16 balais et qu'on te file 150 € par jour, tu trouves ça très bien. Par contre, donc ça m'a permis de tourner avec des gens comme Cadmerat, des choses comme ça. Et en discutant avec eux, j'ai l'impression... et pour bien connaître un autre milieu qui, par contre, pour le coup, est ma passion, c'est-à-dire la musique, qu'il y a quelque chose qui se rapproche de la musique, c'est que c'est des milieux finalement très ingrats. Le talent n'est qu'une toute petite partie de ce qu'il te faut pour réussir. Clairement, clairement. C'est-à-dire que je ne me considère pas comme hyper talentueux ou quoi que ce soit, mais tu peux avoir un mec hyper talentueux qui bossera jamais, un mec moyen qui va faire des longs métrages dans tous les sens. Et du coup, il y a effectivement une sorte d'ingratitude. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive de passer des essais, on n'est plus que 3. Le dire de cast te dit c'est génial, le réal te dit putain j'adore, il y a de grandes chances que ce soit toi, et on t'appelle jamais. Tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait? Et le pire là-dedans, c'est que tu sais jamais pourquoi t'as pas été pris. Et il peut se passer que ce soit le neveu du producteur, ou alors la cousine d'un tel ou le cousin ou j'en sais rien, ou alors que tout simplement, ils ont décidé que le personnage devrait être blond et que tu colles plus, tu vois. Et c'est vraiment, il y a une sorte d'aléa qui fait que ça peut générer une frustration chez les gens, et je sais que chez moi, ça en a généré une à une époque, donc j'en ai eu conscience et je me suis dit, bah voilà, peut-être qu'il est temps aussi d'accepter une nouvelle porte qui s'ouvre, où je prends du plaisir, où je voyage, où je rencontre énormément de gens, parce qu'à table, tu discutes avec des gens de tous les univers, et ça, j'adore, moi, tu vois. C'est pour ça aussi que j'ai toujours très peu joué online, c'est qu'en fait, j'ai besoin de ce contact humain. J'ai besoin, tu vois, j'ai jamais mon casque à table et tu m'entends pas, tu vois. Moi, on va m'entendre parler toute la journée, ce qui peut d'ailleurs faire chier parfois, mais en fait, voilà, c'est ça, et t'as raison, ça rejoint l'univers de la musique, c'est que c'est pas forcément très élitiste, mais il faut le coup de pouce, le truc qui se passe. La bonne rencontre, le coup de chance, quoi. Exactement. Et je ne remets pas en cause le fait que j'ai pas eu de chance ou quoi. J'ai déjà bien bossé, je suis content de ce que j'ai fait. J'en ai vécu pendant plus de 10 ans et c'est rare dans ce métier-là, donc j'ai vraiment pas à me plaindre. Et advienne ce qui pourra, tu vois. Et alors, j'allais y revenir parce que pour finir sur cette partie acteur, cette première partie de ta vie, c'est que le CV, il est quand même monstrueux parce que là, j'ai cité quelques hommes. Enfin, il y a des dizaines et des dizaines de lignes. Que ce soit en pub, en mannequinat, en doublage, en clip, en court-métrage, en série. Est-ce qu'il y a, pour les gens qui sont autour de toi, qui ne sont pas forcément du métier,
est-ce qu'il y a un espèce de problème où finalement tu es toujours en train de travailler, Ouais. parfois on te voit, parce que la pub passe, etc. Et en même temps, tu sais, je me dis, parce que moi je voyais ça dans la musique, où nous on était mon groupe de musique à moi, on était signé en label de musique, on commençait à tourner, tu sais, ils commencent à te voir, mais tu sais, t'as toujours ces personnes qui connaissent rien qui te disent, bah, alors tu sais, nous c'était les victoires de la musique, alors toi c'est les Césars, le film, est-ce qu'il y a ce truc, cette réminiscence tout le temps là? En fait, il y a un truc de. On sait qu'on te voit, on ne sait plus trop où parce qu'on t'a vu, mais on ne peut pas définir exactement où c'est parce que tu n'as pas eu un rôle marquant, parce que tu n'as pas bossé sur un gros film ou un truc qui vraiment permet de déclencher une carrière. Et il y a eu ce truc-là, tu vois. Après, moi, ça fait partie de la vie, en fait. Il se passe ce qui se passe et on ne peut rien y faire, tu vois. J'ai la prétention de penser, en lisant ton CV et en voyant aussi comment t'es dans le poker, que tu voulais être comédien pour le jeu et pas comédien pour l'exposition et la réussite. Je m'explique. Si je pensais que tu étais absolument là pour le succès et la glorification, je pense que tu aurais beaucoup plus tôt essayé de montrer ta gouaille et de faire, entre guillemets, ta star, hein, sans péjoration, dans le milieu du poker. Est-ce que j'ai raison de penser que le côté glorification, c'est pas ce que tu recherches spécialement de toute façon? En fait, clairement, je vois ce que tu veux dire parce que j'ai pas mal de potes qui sont connus en tant que comédiens. Et en fait, je me rappelais au début, j'allais boire un verre avec eux et il y avait des gens qui s'arrêtaient devant la vitre et qui nous empêchaient de boire un verre ou de manger, qui venaient demander des autographes et tout. Et je me disais, putain, je vais peut-être cracher là-dessus, mais je me dis, ça doit être dur quand même au quotidien d'avoir ces gens-là qui viennent toujours te demander et tout. Et donc, j'avais un peu ce truc de, est-ce que ça me plairait vraiment d'arriver aussi loin dans ma carrière et de me dire, bah, c'est con de dire renoncer à l'anonymat en fait, mais de ce truc de bah t'as l'impression que bah, tu peux plus vivre en fait. Maintenant, c'est extrapolé, tu vois. J'exagère parce que c'était vraiment des gens très connus, mais effectivement, il y a peut-être un truc qui m'a effrayé de ce côté-là. Et donc dans le poker, je me suis toujours dit aussi, moi je fais mon bonhomme de chemin, tant que je prends du plaisir, que je gagne ma vie, j'emmerde personne, je suis pas là pour me dire hey, regardez-moi, je suis là s'il vous plaît. Maintenant, effectivement, je perds un petit peu plus. J'estime que j'ai une régularité, enfin j'ai un jeu assez atypique qui fait que je suis régulièrement là et j'y prends du plaisir. Je ne suis pas là à dire non, cachez-moi, je ne veux pas qu'on me voie. Mais petit à petit, tu es un peu en train de changer là-dessus. Est-ce que tu te dis parfois, surtout que des fois les rooms peuvent, comment dirais-je, prendre des ambassadeurs ou des joueurs pros qui peuvent être étonnants, on va dire ça comme ça. Parce que des fois, tu te dis pas, maintenant que tu as décidé d'embrasser pleinement cette carrière, il y a peut-être une place. En fait, je me dis pas il y a peut-être une place. Je me dis que effectivement, je ne suis pas fermé à ça. Je me dis que voilà, c'est une représentation, on représente une marque, quelque chose à laquelle on peut correspondre. Moi, l'image, j'ai pas trop de problème avec ça, donc ça me dérange pas du tout. Maintenant, effectivement, je ne vais pas tout faire pour chercher ça, mais si ça se présente à moi, c'est sûr que j'en discuterai et je le refuserai pas. Après, pour moi, le sponsoring en soi, c'est plutôt une marque de reconnaissance dans le sens où je ne fais pas en sorte d'être sponsorisé. Si on vient me chercher, c'est qu'on vient me chercher pour ce que j'ai fait et donc pour le travail accompli. En fait, tout ce qui n'a pas pu fonctionner en tant que comédien, dans le sens où j'étais dans mon coin, je travaillais et on n'est pas venu me chercher. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, au poker, si on vient me chercher ou en discuter avec moi, j'aurais l'impression qu'on vient me chercher pour ce que j'ai fait et pour ce que je fais. C'est-à-dire, je reçois plein de messages sur Facebook et ça me touche énormément et j'essaie de discuter avec tout le monde quand on me demande des échanges sur des coups ou des trucs. C'est un grand plaisir où vous me dites putain, tu devrais trop être sponsor, c'est fou toutes les perfs que tu fais. Vraiment, ça me touche énormément. Et je prends ce temps-là de répondre, de discuter avec les gens. Et je pense que là, c'est un truc un peu global et c'est une sorte de reconnaissance. Et bien évidemment, je ne serais pas fermé à la discussion pour ça. Tu as commencé à bosser TRS un peu? Tu t'es mis sur Insta, Twitter, tu as commencé à bosser tout ça? Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Et en fait, j'y réfléchissais. Certainement, je vais préparer un truc pour Vegas et peut-être parce que je vais faire un gros Vegas cet été. Je n'ai pas pu le faire l'année dernière pour des raisons perso. Et je m'étais dit que j'allais au moins le faire pour partager avec mes proches qui me demandent souvent d'avoir des suivis parce que je ne les envoie pas des messages tous les jours à tout le monde. Mais bien évidemment, en cas d'un sponsoring, ce serait des choses à discuter et je suis bien évidemment ouvert à faire ça. Et je pense qu'on progresse énormément dans le partage. Et tu vois, il y a un truc qui se passe quand tu as les réseaux sociaux, je pense. C'est où tu peux faire avec des potes, c'est ce truc d'être accountable. Je ne sais pas exactement le mot en français, mais genre
pas t'es redevable, mais dans le sens où si t'es écouté et t'es suivi, t'as pas envie de faire d'erreur. T'as envie d'être le mieux possible, t'as envie de jouer parfaitement. Voilà, au-delà d'être focus, c'est plus un truc de tu veux vraiment être dans ton A-game total parce que t'es là t'as pour une les gens. responsabilité, tu veux pas décevoir. Là, pas décevoir, c'est que tu veux vibrer avec les gens et que tu veux leur montrer ce que tu peux faire. Et surtout, tu as envie de les faire kiffer, quoi. Tu as envie que tout le monde kiffe et qu'on prenne du plaisir ensemble. Et ça, je trouve ça intéressant aussi dans cette partie-là, quoi. Je n'ai jamais expérimenté véritablement. Alors, on a fait la première partie dans ta vie d'acteur, cinéma, acteur, etc. Mannequin, etc. Si tu veux, ouais. Il y avait des titres. Maintenant, il y a cette vie dans le poker. Et alors, c'est très rigolo parce qu'il y a quelques jours, je mets une petite phrase. Alors, moi, ça m'arrive rarement. En plus, je mets une petite phrase sur Facebook en disant un jour, il va falloir quand même se pencher sur le cas Julien Sidbon. Parce que, je disais, tu es l'un des hyper rares joueurs à prouver que on peut être un joueur gagnant en live, qui est presque une chimère. Hein. On en a parlé des centaines de fois avec des Adrien Guillon, etc., des Guillaume Darcourt, des Alexis Epska, où on te dit toujours c'est extrêmement difficile d'être gagnant en live. Toi, tu le prouves. Alors, quel est le secret de Monsieur Julien Sidbon? Est-ce qu'on a envie de dévoiler ce secret-là? On peut au moins expliquer une partie. On racontera pas le tour, mais on peut expliquer au moins les contours. Les contours. En fait, pour moi, le poker, c'est un instant T. Pour moi, il n'y a rien de standard. Il n'y a aucun coup qui est standard. On va dire, il y a un mec open, tu 3 bet jam, 2 valets, 20 blindes, ah, bah, c'était standard, t'as sauté. En fait, j'estime que chaque spot est différent, que chaque instant est différent. J'ai un jeu qui est plutôt low variance, donc qui me permet d'éviter certains setups de temps en temps. Et en fait, je vais pas dire, la personne avec laquelle j'ai grandi dans le poker ou que j'ai regardé, c'était Davidi, et il y avait un truc de cette analyse de tel, cette exploitation, il pouvait faire des énormes folds, des énormes calls. Et en fait, je me suis toujours basé là-dessus. Et il disait un truc une fois, je me rappelle, c'était mieux vaut un mauvais fold qu'un mauvais call. Effectivement, parce que tu dis, tu te trompes, bah, t'as sauté en fait. Et il y a un truc de, on est là sur un tournoi, on est assis à une table, si on perd, on a sauté, on rentre chez nous. Alors que quand tu es online, tu vas avoir 15 tables et tu t'en fous, tu peux jouer tranquillement. Maintenant, moi, j'ai une vision qui est particulière du poker et j'analyse chaque spot à chaque moment. Et ce qui fait que j'arrive, je pense, à durer, c'est que je suis capable d'énormes folds, d'énormes calls et je suis capable de faire des choses, je ne vais pas dire que les gens ne sont pas capables de faire, mais les gens vont être réticents à faire en fait. Tu te sens être un joueur plus adaptable aux situations que la moyenne? En fait, ma plus grande qualité, c'est l'adaptabilité, l'observation des joueurs et bien sûr l'analyse comportementale, ça va avec aussi. Mais c'est vraiment un truc de, je m'adapte à chaque situation, chaque instant, aux humeurs des gens, à mon humeur, à l'image perçue, c'est-à-dire que quelle image les gens ont de moi à l'instant T, ce qui fait que je vais pouvoir extraire énormément de value ou alors perdre moins de jetons à certains moments. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, cette fluctuation fait que je vais peut-être moins perdre à un moment où quelqu'un aurait sauté, je vais peut-être plus gagner à un moment où quelqu'un aurait très peu value, mais dans l'autre sens aussi. Parfois, je vais moins value une main où j'aurais dû énormément value, mais au moins, je n'ai pas sauté en fait. Mon truc, c'est que je suis assis à table, je n'ai pas envie de me lever de table en fait. J'ai envie d'aller en table finale et j'ai envie d'aller gagner le tournoi. Donc ma survie de tournoi, elle est primordiale. Et ça, on l'oublie dans le poker, la survie de tournoi, en fait. Tu bustes, tu te lèves, quoi. Tu rentres. Et par rapport à cette philosophie que tu as, comment tu travailles ton jeu? Alors, tu parlais de Davidi. Tu arrives à trouver d'autres joueurs, d'autres, j'en sais rien, moi, coach, vidéo, pour affiner ton jeu? Ou on est presque sur un travail solo? En fait, c'est vraiment du travail presque tout le temps solo. En fait, j'ai une mémoire hyper... j'ai une très grande mémoire. Ça fait que j'ai appris en écoutant les autres parler. C'est-à-dire que voilà, ça m'arrivait d'être à la table, de discuter avec Alex Réard, avec Davidi, avec des joueurs. Et je disais, tu fais quoi dans ce spot? Ah ouais, t'as fait ça et tout. Ah putain, c'est intéressant et tout. Et en fait, cette situation, elle est là, elle bouge plus. Je sais, c'est stocké. Et du coup, tous les plays que je vais regarder, tous les plays que je vais analyser, je vais me dire... Et en plus, tu vois, il y a un truc qui est énorme, c'est que il y a des gens qui vont dire, ah, tu sais, il y a un fiche, il a fait n'importe quoi et tout. Tu m'entendras jamais dire ça. Pourquoi? Parce que j'estime que ce play-là, si tu as mis dans une situation délicate, ça avait ses avantages en fait. Donc en fait, chaque play est intéressant. Il doit pas donc bet river, mais au final, tu t'es retrouvé à payer, et il a gagné, bravo à lui, tu vois. Et au final,
ces plays-là, eh ben, je vais pouvoir les refaire derrière parce qu'on ne va pas m'attendre là-dessus et on va me dire, mais putain, il est nul en fait. C'est pas grave, tu peux penser tout ce que tu veux. Moi, je suis en accord avec ce que je fais à l'instant T. Maintenant, ça, c'était en gros depuis genre 6-7 ans. Maintenant, il s'avère qu'on a eu le Covid et que je me suis trouvé pendant 1 an et demi à pas pouvoir jouer et je me suis dit, ben, on va voir ce que ça fait de cliquer sur des boutons. Tu vois. Et j'ai commencé le online en 2020. Et je me suis dit, bah, je vais voir comment ça se passe, je vais essayer d'apprendre. Et du coup, j'ai dû réapprendre à jouer contre un certain type de joueurs et en fait, voir ce que fait le pool, en fait, voir ce que font ces joueurs-là, voir comment ils se comportent dans quel spot. Et j'ai joué des tournois à 200, à 500, à 1000, à 5000, à 10 000. Donc, je me suis dit, je vais me commit à ça, quitte à perdre de l'argent, mais au moins, je vais progresser. Il s'avère que je n'ai pas perdu d'argent cette année-là, donc je suis déjà content pour une première année à jouer online. Et j'estime que j'ai beaucoup appris. J'ai travaillé, en fait, ma GTO comme ça, en fait, en voyant comment les autres jouaient. Et du coup, j'ai appris des choses, mais j'ai appris ça pas pour le reproduire moi, mais pour pouvoir en dévier et pour pouvoir savoir ce qu'ils font eux et donc pouvoir s'adapter à ce qu'ils font, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, très très bien. Et me trouver dans des spots où bah, je sais ce qu'ils vont faire, où j'imagine ce qu'ils vont faire, et du coup, comment est-ce que je peux les sortir de leur zone? Comment est-ce que je peux leur faire se dire, merde, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Il n'est pas censé faire ça, en fait. Tu comprends? Et je pense que c'est ça qui fait une petite différence. Après, je dis pas que c'est bien. Je dis qu'en tout cas, c'est ce qui me réussit et c'est ce qui me convient le plus, quoi. Ah, par rapport à ce que tu dis, ça, si je comprends bien, finalement, ce serait presque, tirer presque à rebours, on va dire, du poker actuel qui est plein de, entre guillemets, de certitudes, comme tu disais, pour dire non, on n'a pas la vraie réponse parce qu'il y a le facteur humain. On n'aura jamais de vraie réponse. Exactement. Si personne ne joue totalement GTO, ça n'existe pas, c'est impossible. Du coup, ben, forcément, tu vas tomber sur quelqu'un qui ne va pas jouer comme ça, il va falloir s'adapter. Et si tu te mets à jouer GTO tout le temps, effectivement, tu vas gagner de l'argent sur le long terme, ça c'est sûr et certain. Mais tu vas te retrouver à buzz 7e dans un spot où tu vas dire bah, j'ai bien joué. Et tu vas rentrer chez toi, tu vas dire ah bah c'est bien, j'ai bien joué. Tu vois ce que je veux dire? Alors que à cet instant T, je vais plutôt me dire ok, ce profil-là il fait ça, est-ce qu'il est capable de faire ça? Est-ce que vraiment il va bluff ce spot autant qu'il devrait le bluff? Ah non, je pense pas et tout. Ok, je vais fold de dame ici, tu vois. Et tu te retrouves dans des situations qui paraissent ubuesques où les gens ils vont te dire mais t'es un fou de fold ici, tu vois. Et au final, peut-être que ça sera bon, peut-être que ça sera pas bon et qu'il montrera qu'il avait 2-10 et je vais te dire putain, je suis une merde. Mais non, en fait, j'estime que c'est vraiment primordial de s'adapter. Et si tu t'adaptes pas, bah, tu meurs ou alors tu es comme tout le monde. Et je pense que pour tirer son épingle du jeu et gagner un peu d'argent en live, faut pas être comme tout le monde en fait. C'est vraiment mon avis perso, quoi. Tu gagnes ta vie donc en étant un joueur live. Alors maintenant, tu as un peu changé avec le Covid, mais on va dire la très grosse majorité de ta carrière s'est faite sur le pas changé, je suis un joueur live, clairement. On entend souvent que quand on est un joueur live, il faut essayer absolument de casser les frais. On se prend pas le bel hôtel, on va pas manger au resto, on se prend le sandwich, etc. Est-ce que cette philosophie s'applique à toi? Pas du tout. En fait, casser les frais, c'est une chose. Je te dis ça, pardon, excuse-moi, je te coupe, je te dis ça en pensant que, en discutant avec Davidi il n'y a pas très longtemps, mais je crois que c'était en off qu'on parlait de ça, j'espère que je dis pas de bêtises, je pense que c'était avec lui qui m'expliquait que lui, il avait tout le raisonnement inverse en disant si je ne dors pas bien la nuit, si je mange pas bien à midi, je peux pas être confort. On est entièrement d'accord. C'est-à-dire que je fais pas partie de ces gens qui ont besoin d'être dans un 5 étoiles tout le temps. Donc moi, je me contente d'un truc bien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il me faut mon sommeil, il faut bien manger, il faut être tranquille dans mes déplacements et je vais jamais lésiner sur ça en fait. Et être avec les bonnes personnes aussi. Avant, peut-être j'avais un peu plus de mal et c'est difficile de trouver des gens avec qui tu peux bien voyager, avec qui tu peux bien t'entendre, même pour les nuits, s'il y en a un qui ronfle un peu ou quoi que ce soit. Donc maintenant, je prends des chambres d'hôtel souvent seul. Et par exemple, à Vegas, quand je fais une villa, je fais à une villa avec des gens qui me connaissent, avec qui je peux bosser, avec qui on va pouvoir souffler, rigoler aussi. Et mettre dans un bon fonctionnement en fait. Mais je suis pas là à me dire ah putain il faut que je gratte 50 balles ici, ah ouais non c'est trop, l'hôtel il est à 120, ah non je préfère prendre un hôtel à 98. Non, je vais surtout essayer de faire en sorte de plus en plus maintenant de me mettre dans les meilleures conditions en fait. Et je pense que c'est primordial, le mental est trop important en fait. Alors le mental c'est bien que t'en parles parce que toi et moi un jour on a passé, et je pensais pas dire ça un jour, une très longue nuit ensemble. Et tu sais, je m'arrête là. Voilà, tu sais, on en dit pas plus. Et je peux même rajouter, il y avait Florence Mazet avec nous. Et là, tu vois, là, on est parti pour au moins 10 semaines de spéculation sur les forums. Est-ce que j'étais vraiment là? Parce que ça m'inquiète un peu, je m'en rappelle plus trop. Tu étais là car tu étais en train de gagner une bague WSOP sur un high roller.
Face à un joueur pas agréable, voilà, pas... Tu te rappelles de ça? De quoi? Tu te rappelles de ça? Ah oui, alors je me rappelle de ça parce que finir à 5h45 du matin, après 4 heures de heads-up, où en plus t'es en train de lui marcher dessus, mais à chaque fois tu te prends un bad beat dès que ça part à tapis, et que le monsieur en face n'est pas d'une sollicitude fabuleuse, oui, je m'en rappelle. Pourquoi je te dis ça? Parce que ce qui m'avait impressionné ce jour-là, c'est que on était tous en train de tilter. C'est-à-dire le dernier organisateur qui restait, Flo, moi, le joueur en face, on était tous en train de péter des câbles en mode « Mais putain, ça va jamais finir !» Et il y en a un qui déviait pas d'un sourcil. Et ça, moi, ça m'impressionnait. C'était toi. Alors, comment on fait? Comment on a cette force mentale? Comment on la travaille et d'où ça vient? En fait, on était à Cannes. Déjà, j'adore Cannes, j'adore cette ville. Il y avait ma copine qui était dans le rail, j'avais des potes qui étaient là. Et il y avait un truc de je veux gagner et je veux cette bague. C'est une bague WSOP, c'est des WSOP. C'est pas le main event, c'est pas un bracelet, mais c'est une bague, c'est un beau tournoi. Et effectivement, je ne suis pas du genre à critiquer les joueurs en face. Il y avait un peu de tension, il n'était pas forcément très agréable à ce moment-là. Il y avait d'animosité. Voilà, un peu d'animosité. Et en fait, je m'étais dit, il faut que ça lui desserve plus que ça me desserve à moi. Donc, comment est-ce que je retourne ça à cet instant T? Et en fait, j'ai essayé de le provoquer, mais toujours bien et toujours dans le jeu, pour que ce soit lui qui finisse par craquer à un moment ou à un autre. Et du coup, j'ai limité la variance au max. J'ai pris quelques coups à tapis dont on a parlé, etc. Il s'est avéré qu'il a gagné, ça fait partie des cartes, on s'en fout. Mais j'ai limité. Et je me suis dit, c'est pas grave, tant que j'ai des jetons, je vais y arriver, je vais revenir. Et en fait, c'était juste, je veux gagner ce tournoi. Je veux gagner ce tournoi. Je lui ai proposé un deal, en plus, à un moment qui me paraissait correct. Et il a dit, je l'ai pas dit, ça. Je te laisse. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas le droit. Ok, c'est vrai. Et du coup, j'avais proposé, il m'a dit, ouais, mais je veux la bague, etc. Je dis, tu sais quoi, on joue, il n'y a pas de souci. Et au final, j'ai regrindé petit à petit, jusqu'à avoir gagné ce tournoi. Et effectivement, quand tu parles, je ne vais pas dire que c'est une des plus grandes fiertés, mais c'est un tournoi, effectivement, où j'étais content d'avoir été aussi solide mentalement, alors qu'il essayait de me faire craquer. Il voulait me faire sortir de ma zone de confort, véritablement. Et ouais. C'est lui qui a explosé comme une torpille à la fin. Au final, ouais. Tu as le regard du joueur. Tu peux aussi avoir le regard finalement de l'acteur sur comment se comportent les gens à table. Tu parlais de Davidi et d'Ethel. Alors, bon, hors masque évidemment, hors Covid. Alors, y a-t-il tellement de tels... L'humain est-il tellement un livre ouvert? En fait, l'humain est un livre ouvert, ça c'est une chose, et je le suis aussi beaucoup. Je sens qu'en plus je donne parfois un peu trop. Mais en fait, je me suis rendu compte avec les années que c'était pas forcément des tels en fait. Et c'est plus que j'ai essayé de bosser avec des gens et essayer de leur dire, mais voilà, tu vois ce truc-là, regarde dans la vidéo, est-ce que tu ressens ça? Ou on était à table ensemble et je dis, mais t'as vu ça? T'as vu ça? Et en fait, au-delà d'un truc physique, je pense à un truc un peu plus instinctif en fait. C'est une sensation. Il y a un moment, tu sens que le mec il a ou tu sens qu'il a pas. Et des fois, tu te retrouves à faire des trucs qui paraissent ahurissants, mais bien sûr qu'il va y avoir des tels physiques, certains de... J'ai pas envie de trop de les donner, mais il y en a des classiques, entre guillemets, comme on jette les jetons, les positions du corps, les positions de la tête, les sourires, les yeux, il y a plein de choses. Après, on ne peut pas toujours tout regarder parce qu'il faut vraiment être en plein focus et en pleine forme, et ce n'est pas toujours le cas quand tu fais 12 heures de tournoi d'affilée. Mais c'est un truc un peu global, en fait. Et en plus, tu vois, on a l'impression qu'on est... Il y a un truc de ouf maintenant, en plus. On a l'impression qu'avec le masque, on est sauvé, en fait. Du coup, on relâche encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et c'est bientôt fini, en plus, le masque. C'est bientôt fini. Moi, j'ai hâte que ce soit fini, en tout cas. Moi aussi, pas pour les mêmes raisons. C'est parce que moi, je m'étouffe. Surtout quand tu clopes et que tu pues de la gueule encore plus. J'imagine que ça doit pas être facile. C'est insupportable. C'est insupportable. Il y a autre chose qui m'a épaté. On se retrouve, toi et moi, nous sommes à 14 ou 15 left du 750 € au MA. T'es plus beaucoup de joueurs, t'es plus très loin des items. On joue à la même table, toi et moi. On va pas jouer très longtemps parce que j'ai plutôt un bon stack, mais on est plusieurs à avoir un bon stack et va arriver très vite un coup contre un autre joueur. Ou, pour la faire courte, je suis devant à la turn. De mémoire, dans ma tête, il joue plus que 20%. C'est important, pour les 20%. Je me la prends en rivière, bon, ce qui arrive en Oma. Moi, je suis qu'un joueur de Oma, je ne joue qu'à ça. Alors, je me dis, bon, merde, tant pis, je pars, etc. 2 ou 3 jours plus tard, je te croise au club dans lequel nous jouions ce 750 € Oma.
On discute 2 minutes. Je te demande où t'en étais, puisque je crois que tu jouais l'ATF ou tu avais fini l'ATF. Je sais plus, tu finissais 5e, 6e, je sais plus. Et tu me dis, dommage ce coup, etc. Je dis, ah putain, je voulais plus que 20%. Tu dis, non, t'avais ça, il avait ça, non, on était plus proche de 40. Et là, je suis sur le cul, parce qu'on est 3 jours plus tard, t'as joué 6600 coups. Une explication à ça, monsieur Silbon, s'il vous plaît? C'est ce que je te dis, en fait, j'emmagasine tout. Et c'est pour ça que parfois mon cerveau va exploser. Mais en fait, ce coup il était important parce que ce joueur-là, je l'ai joué. Et donc, j'ai vu ce qu'il a fait. Donc, son play, même je te l'ai dit, son play était intéressant parce qu'il a beaucoup de FE sur toi et qu'il a une main qui a, au final, beaucoup plus d'équité que tu ne le penses. Et il jouait genre 40 ou 42%. Donc, à cet instant du tournoi, déjà, il te couvre, il peut te mettre la pression. Et en plus de ça, quoi qu'il arrive, il est jamais mort. Et sauf que nous, en tant que joueurs, on a une perception différente du spot. On voit qu'on est devant, on a une main forte, on a des tirages qui peuvent nous sauver derrière en plus. Et du coup, ça m'avait touché pour toi la manière dont tu avais sauté, parce que quand on a cette main-là, on n'est pas content de bust, tu vois. Et au final, quand tu m'as dit ce truc-là, donc en fait, ça m'a marqué l'instant T. C'est plutôt l'émotionnel qui m'a marqué, du fait que ça t'ait impacté, tu joues pas beaucoup de tournois, tu es là, tu dis, tu as un gros stack et tu sautes comme ça. Donc ça m'a presque peiné, entre guillemets, et je me suis dit, bah, si on en rediscute, tu vois, et quand tu me dis, bah, tu jouais 20%, j'ai essayé d'atténuer, entre guillemets, l'effet bad beat pour que tu comprennes qu'il ne s'était pas suffisant non plus et que bah, ça fait partie du poker, mais que quand même, bah, tu avais fait ce que tu avais à faire, tu as mis l'argent devant, donc c'est le principal, mais qu'il n'a pas fait n'importe quoi quand même, alors que c'est ce que tu ressentais à cet instant T. C'est ça. Et parce qu'en plus, si tu veux, bon, pour la faire très simple, moi j'ai un brelan et j'ai un tirage couleur, mais en fait, lui n'a pas de brelan, mais un tirage couleur supérieur et un tirage quinte. C'est le tirage quinte, ouais. C'est ça. Et il va rentrer la quinte, puisque... En couleur. Oui, il rentre la couleur, ou alors il va rentrer la couleur. Et donc, moi, dans ma tête, il n'a que couleur, tu vois, sachant qu'en plus, je me dis, bah oui, mais je lui enlève des cartes, évidemment. Ouais, il reste pour toi que 5-6 cartes de couleur. Voilà, alors que non, il y a toutes les cartes. 12 cartes de quinte, tu vois. C'est ça, exactement. Donc, j'étais très, très, très épaté par ça. Donc, on en vient à ce phénomène de mémoire. Est-ce que tu parles de cet avantage-là, de tout retenir? Ouais. Est-ce que pour réussir en live, et que j'en reviens au fait que c'est rare de pouvoir vivre du live, est-ce que tu penses, en connaissant les autres joueurs aussi qui font le même métier que toi, que ce genre de prédisposition, il est indispensable? On ne peut pas que bosser son jeu à un moment donné? Non, c'est pas indispensable parce qu'il y a plein de joueurs qui gagnent et qui n'ont peut-être pas cette mémoire-là. Donc forcément, il y a plein d'autres qualités qui rentrent en ligne de compte. Il y a plein de joueurs, il n'y a pas plein de joueurs, mais il y a des joueurs que je peux citer, même Sony, qui fait tonnes de perfs et tout. Je ne sais pas s'il a la même mémoire, mais il a autre chose. On a tous des petites choses qu'on rapporte et qu'on ajoute, en fait. Et quand je pense à ces joueurs-là, ou à Davidi, ou à Alex, Alex, il s'adapte aussi beaucoup. Tu vois, il a une base technique très solide, mais il va s'adapter aussi. En fait, ce sont des joueurs qui sont aussi expérimentés. On est quand même là depuis un petit moment dans le circuit, donc on voit beaucoup tout ce qui se passe. Et il y a forcément un facteur mémoire, mais je me rappelle aussi, j'avais vu à une époque, je jouais très peu en cash game, c'était quand je démarrais et tout, et je voyais Jimmy, tu vois, Jimmy Guerrero. La légende de Jimmy Guerrero. La légende de Jimmy. Allez boire son maté. C'est de la pub gratos. J'ai le maté. C'est pub dissimulée. C'est ça. Et en fait, je le voyais et il avait un petit carnet et il prenait des notes sur les joueurs, tu vois. Et en fait, bah, c'est en gros ce qui se passe dans ma tête, sauf que lui, bah, c'est des notes physiques, donc c'est encore mieux parce qu'il peut les regarder, s'en rappeler et tout. Moi, ma mémoire, elle me fait défaut à des moments, on est d'accord. Des fois, tu vas te retrouver dans un spot, tu vas dire, bah, attends, je crois qu'il avait fait ça. Ah non, rien à voir, en fait, il me le fait. Et tu te dis, merde, tu vois. Mais c'est sûr que je pense que c'est vraiment très intéressant et très important d'avoir quand même une mémoire, de se rappeler ce qu'on fait, des coups, des sizing, pour pouvoir l'analyser, ne serait-ce que pour nous-mêmes, pour progresser derrière, tu vois. Mais ta mémoire, tu la vois un peu en mode palais mental? Tu sais, où je prends... Tu connais le concept de palais mental, où grosso modo, ta mémoire, c'est une immense bibliothèque. Et tu te prends des placards. Voilà, et tu ranges ça dans un casier, et plus tard, tu vas le chercher. Non, moi, c'est pire que ça. C'est-à-dire que je vais me rappeler de tout et n'importe quoi, mais c'est de la merde. Des fois, mon cerveau, il est pollué. C'est-à-dire que je vais être à table et il y a un mec qui va faire tapis, je suis pas dans le coup et tout. Et là, il y a quelqu'un qui va dire combien? Je vais dire 78 000. Et là, quelqu'un va dire, bah, attends, j'ai pas compté et tout. Et en fait, je me perds un temps fou, une énergie dingue, tu sais pas pourquoi, mais mon cerveau, il va regarder tous les trucs, en fait. Et au final, tu vois, ça peut être parfois même un handicap. Parce que je rentre chez moi à 2 h du matin, je suis cuit. Donc, va récupérer pour le lendemain midi. Et donc, parfois, bah, tu craques, tu fais des erreurs parce que pas assez de sommeil, pas assez de récup. Et donc, c'est pas vraiment des tiroirs et une bibliothèque où tu dis, 18, 22, c'était là, tu vois. Non, c'est
c'est bah, ah, tu sais, ça, c'est comme pas une élimination, mais genre, ah, il y a eu ça déjà, ah, je me rappelle de ça, ou tu vois. Et puis parfois, je vais me tromper complet, ou avec le masque, tu vas dire, il va baisser le masque, tu vas dire, oh, putain, c'est pas du tout le joueur que je pensais. Et depuis tout à l'heure, tu es en train de te dire, merde, il a fait ça tout le temps, et tout. Et là, oh merde, qu'est-ce que je fais? Tu vois, Pardon, je me suis trompé. désolé pour le Hiroko Loteras, t'as toujours Brelan, bon, bah bravo. Désolé. Tu vois, mais je pense que de nos jours, on cherche en fait tous les petits edges, étant donné que le niveau augmente énormément et que techniquement 80-90% des joueurs deviennent au top, tu vois. Et du coup, il faut chercher les petits avantages que tu peux avoir. Et il y en a tellement peu, ils sont tellement réduits, il faut les bosser au max, quoi. Alors, on a gagné 1,6 million de dollars. Mm-hmm. On a gagné plusieurs tournois, on a gagné pas mal de trophées, on a gagné une bague. Maintenant, on fait quoi dans la carrière de Monsieur Julien Silbon? C'est quoi la suite? La suite, c'est qu'on va après-demain à Prague et qu'on va essayer d'aller gagner un EPT. C'est l'objectif à court terme. Enfin, les objectifs, bien évidemment, c'est brasser WSOP, ça c'est primordial. C'est objectif. Ça, c'est l'objectif ultime? Un bracelet? Numéro 1 ultime que je me mets chaque année et que je me mettrai chaque année jusqu'à ce que j'en ai un et je m'en mettrai l'année d'après pour en avoir un deuxième. Quand tu dis bracelet, on est d'accord, bracelet que ce soit WSOP ou WSOP Europe, quoi. Ce que tu veux, c'est un bracelet. Il y a quand même une différence de prestige pour moi entre WSOP et WSOP Europe. D'accord, on va aux États-Unis et on le gagne là-bas. Exactement. Même si tu vois, cette année, j'ai pas fait Vegas et du coup, j'ai fait Rosvadov et j'ai fait 9e, 10e, 11e et j'étais pas loin et ça aurait été un bracelet quand même. Mais c'est sûr que tu me dis ça ou aller gagner un tournoi à Vegas, il n'y a pas photo. La saveur américaine. La saveur. En fait, c'est pas la saveur américaine, c'est la saveur de ce qui a toujours eu lieu. Et là, on rajoute des nouvelles choses depuis quelques temps. Tu vois, avant, tu avais WSOP Europe très très peu. Il y en avait quelques-uns, mais il y avait 4 bracelets, 5 bracelets. Là, on se retrouve avec 10, 15, 20, j'en sais rien. Tu vois. Du coup, tu perds un peu de saveur. Et pour moi, voilà, Vegas, ça reste le numéro 1. Donc, EPT, Vegas. Donc là, on parle quand même de budget, hein, puisque ben, les EPT, on est à 5000, 5003, si je dis pas de conneries. Un Vegas, suivant ce que tu veux jouer. Bon, j'ai vu que tu te débrouilles en nomade, donc en plus, je suppose que tu fais le 2 et le 4 cartes. J'ai vu le programme de l'été à venir. Il y a des 4 cartes qui me plaisent assez fort. Ça, et j'aime le horse aussi. Donc, et t'aimes le horse aussi? Ah ouais, bon alors là, donc. Et en plus, pour le coup, il y a tout intérêt à aller jouer le Homa et le horse, puisqu'on est sur des fields de plus petits. Bon, souvent plus spécialisés, mais au moins plus petits. Bien sûr. Après, les Américains sont censés être bien meilleurs que nous en horse. Voilà, moi, c'est plus du plaisir, mais j'y prends du plaisir et ça se passe pas trop mal, donc forcément, oui. Alors, des budgets comme ça, on fait comment? On se budgétise tout soi-même? Ou on va essayer de vendre un peu, stacking, tout ça? 100% tout droit, tout seul. En fait, j'exagère un peu, mais je n'ai quasiment jamais vendu de parts sur mes tournois. C'est-à-dire que j'ai commencé à vendre quand je fais par exemple du 10K 6 Max à Vegas, c'est-à-dire des tournois au-dessus de 5 et 10 000. En fait, depuis 3 ans, je commence à jouer les 5K et les 10K. Et donc, je me suis dit, en fait, quand les festivals se passent bien et que je gagne ou que je ne perds pas et tout, je buy moi-même. La plupart du temps, je buy moi-même. Et des fois, je me dis, vas-y, ça me va de vendre un petit peu sur le 10K. Par exemple, tu vois, à la peau, j'ai buy le 5K, j'ai sauté. Et d'ailleurs, c'était très drôle l'anecdote. Je me retrouve assis à table après, je me dis, je suis fatigué quand même. Est-ce que je me sens de le rejouer? Et je me pose des véritables questions. Et je me dis, OK, mais je vais vendre un petit peu parce qu'il y a des gens qui m'avaient demandé et tout. Et en plus de ça, ça va me permettre, comme je te disais, du truc d'être accountable, tu vois. C'est-à-dire que je vais vendre à des gens, donc je vais vouloir jouer au max pour que ces gens-là puissent gagner de l'argent parce que ça me fait plaisir parce que c'est des proches à qui je vends. Et là, il y a Davidi qui passe et je lui dis, Dav, ça te chauffe, tu veux prendre 10% et tout? Il me dit, je sais pas, mais si tu veux, on swap 5, tu vois. Et lui aussi, il allait rebuy. C'est bien joué, ça. Mais attends, il me dit ça, tu vois, et je lui dis, Fra, je sais pas, il faut que je vois si je vends, on se tient au courant. Et du coup, on n'a pas swap. Et du coup, j'ai vendu et je ne l'ai pas vendu à lui, mais c'était très drôle. C'est-à-dire que j'aurais pu lui vendre 10, on aurait pu swap, ça aurait été très marrant. Mais c'était une anecdote. Au final, on a fait premier et deuxième. C'est quand même ouf. Mais pour le coup, voilà, je vends très, très rarement. Et là, par exemple, à Vegas, je pars dans l'idée de rien vendre. À Prague, je pars dans l'idée de rien vendre. Et peut-être que 10K EPT à la fin, si jamais j'ai tout blanc, par exemple, je peux me dire, bon, on va essayer de limiter, je vais peut-être vendre 30% ou un truc comme ça, histoire de me permettre de jouer ces tournois-là, que je pourrais jouer moi-même. Mais dans ma gestion perso de bankroll, je me dis, bon, voilà, c'est quand même un 10K. Et puis, si on peut faire kiffer quelqu'un, si ça fonctionne, c'est top de pouvoir donner de l'argent à ses potes. On est toujours content. Mais sinon, en principe, c'est tout droit, tout droit, tout droit. L'argent, les gains, comment tu le vois? T'en prends une partie pour le placer
dans l'immobilier, des choses comme ça? C'est qu'une rôle qui te fait monter? De toute façon, tu avais l'argent, entre guillemets, de ta vie de comédien à côté. Comment tu vois ça? En fait, pour parler d'argent, j'ai pas mal bossé en tant que comédien, donc j'avais mis de l'argent de côté, parce qu'à l'époque, la pub, ça payait quand même pas trop mal, en plus des tournages et tout. Donc j'avais mis pas mal d'argent de côté qui m'ont permis de me lancer et de jouer. J'ai jamais vraiment investi parce que j'ai toujours eu, entre guillemets, pour moi, un métier précaire. En tant que comédien, tu sais jamais ce que tu vas gagner à la fin du Bien mois. sûr. Je ne me disais pas, putain, il va falloir que je paye 3K tous les mois ou 2K pour un appartement que j'aurai plus tard. Je me disais, bah, je préfère avoir mon argent, comme ça, si jamais pendant un an je fais rien ou 2 ans, bah, je suis tranquille en fait. Donc j'ai toujours eu ce fonctionnement de pensée qui n'est pas bon à l'heure actuelle, que j'essaie de changer. J'ai investi juste dans la. J'ai un ami, Yora Mouri, je ne sais pas si tu connais, je pense que tu connais, qui a du coup monté des cliniques. Et donc j'avais investi avec lui à l'époque. Et bon, c'est devenu un empire, c'est génial ici, mais c'est un investissement qui m'a plu. Mais je l'ai fait par affect, par amitié. Et au tout début, tu vois. Ouais, Mais ah sinon, bah là, maintenant, suivant le pourcentage que tu as, ça va? Dis donc, Julien. non, non, rassure-toi, j'ai très, 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 très peu parce que du coup, ça s'est tellement dilué avec tout le temps et toutes les réinjections d'argent, etc., forcément. Mais Oui, mais très peu, ça peut. Moi, tu très sais, peu, ça peut devenir très vite beaucoup. moi, j'ai 4 entreprises. Tu me la feras pas, moi. Très peu d'une boîte comme ça peut faire beaucoup, monsieur Sidbon. Effectivement, j'en ai conscience. Mais en fait, c'est pour te dire que ça a jamais été. Enfin, je suis un peu old school et c'est genre, ok, l'argent, il est là et je préfère qu'il soit là, si dans le besoin, plutôt que de me dire, merde, j'ai un bien, j'ai ci, j'ai ça. Ce qui n'est pas forcément bon et je commence à y réfléchir. Mais en fait, voilà, j'ai de la chance d'avoir cet argent de côté. J'ai de la chance de pouvoir faire mes années poker, de faire que des années gagnantes, ce qui est assez rare en live. Et je n'ai pas connu une année perdante en 10 ans, donc je suis en 9 ans. Donc je suis assez content. Maintenant, je n'ai pas fait des très grosses années. Mais en fait, justement, je vais limiter ça et ça va s'équilibrer. Mais du coup, j'ai mes petits trucs et en fait, bah, j'ai mon argent. J'adore voyager. Je voyage beaucoup avec ma copine et tout. Je me fais plaisir quand je le peux et je ne suis pas hyper dépensier. Donc au final, je suis tranquille, quoi. Puis là, j'habite à Londres, donc les frais sont forcément plus chers. On s'y habitue depuis 3 ans, 4 ans maintenant. Bon, du Donc coup, voilà. du coup, tu te fais moins massacrer en impôts, j'espère, quand même. Il n'y a pas d'impôt au final. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que je paye en plus, je paye quasiment le double de frais ici en vivant à Londres. Mais du Oui, coup, mais bah, tu te ferais tellement massacrer en impôts en je France. perdrais 30 ou 40% en France d'impôt. Ici, j'ai zéro, tu vois. Donc, il y a une véritable différence quand même qui fait que, bah, voilà, on accepte. C'est bien quand tu gagnes. Quand tu perds, bah, c'est moins bien, quoi. Ton amie, elle t'a connu comédien avant d'être joueur? Exactement, ouais. Alors, elle en dit Ouais. quoi de ce En changement? fait, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Et en gros, quand elle m'a connu, du coup, j'étais à la limite de la bascule, en fait, puisque bon, on s'est connu en fin 2014, après que je me sois cassé la cheville. Je commençais un peu à jouer, donc elle comprenait ça, elle me voyait bosser aussi, elle me voyait faire un peu de tout, mais j'ai toujours été très clair avec elle. Je lui ai expliqué l'argent, je lui ai expliqué comment ça fonctionnait, ma gestion, etc. Donc elle m'a vu évoluer là-dedans. Après, on est parti du coup pendant 7 mois en Asie, et après, c'est elle-même qui m'a dit, ouais, voilà, tu stagnes là-dedans parce que tu as des blocages, et j'avais véritablement des blocages. Moi, mon objectif au poker, c'était de ne pas perdre d'argent. Donc, je jouais pour ne pas perdre d'argent. Donc, imaginons que je démarre un festival, je gagne 5000. Tu peux être sûr que le 1000, le 1000, le 2000 d'après, j'allais les perdre parce que de toute façon, j'étais gagnant à la fin. Tu vois. Et en fait, c'était énormissime. C'était trop dommage, en fait. Et tous ces blocages-là, et c'était le fait de me dire, bah, c'est pas mon métier, c'est pas grave, je m'amuse, en fait. Et au final, j'ai réussi à gérer ça et à passer à autre chose. Et c'est aussi grâce à elle, quoi, parce qu'elle m'a aussi poussé là-dedans. Et on a pris un an et demi où on focalisait que sur ma carrière pour que justement je puisse être à l'aise et qu'elle me suive dans les déplacements, qu'on n'ait pas de problématique de couple où ben, elle n'est pas là, je suis là. Ça peut être difficile parce que pour être bien à une table de poker, il faut être bien dans sa vie. Et le milieu, elle aime? Le milieu, en fait, elle connaît les gens bien du milieu, en fait. C'est-à-dire que et elle sait que je suis pas là à aller dans les beuveries et beuveries. Tu m'as rarement vu en soirée. Tu m'as déjà beaucoup croisé à une soirée. Mon ami, c'est important que tu dis ça. Je suis même pas sûr de t'avoir croisé une seule fois en soirée. Exactement, tu as tout compris. Donc en fait, elle est en confiance parce qu'elle voit comment je suis dans la vie. Et elle sait que bah, je pars pour du boulot, en fait. Moi, je suis au bureau. Je suis au bureau, mais je prends du plaisir au travail. Et puis l'avantage, c'est qu'il y a moins de chances que tu croises beaucoup de femmes dans le milieu du poker que dans le milieu de l'acting, hein, pour le coup. Ah, ça, c'est sûr et certain qu'elle est plus tranquille de ce côté-là. Elle est maline, elle est maline. Elle est maligne, elle est maligne. Mais elle surveille quand même. Elle vient de temps en temps, elle vient dans les festivals, elle sait où est-ce qu'il faut faire attention. Enfin, elle l'imagine en tout cas, mais c'est très drôle. Les soirées EPT, tu pourras pas bouger. Non, mais c'est sûr. Non, elle n'est pas là à Prague, donc soirée pété, tranquille. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tous ces risques pris, tous ces risques pris. On prend, faut vivre un petit peu, un petit peu. Non, mais du coup, je sors un petit peu, mais je vais pas être là jusqu'à 6 h du matin, et parce que je sais que de toute façon, c'est ce qui fera que je serai moins performant le lendemain. Donc, par contre, fin de festival, bah, voilà.
ça va, quoi. 2 questions pour finir, mon ami. La première, c'est que tu sais comment, on en parlait tout à l'heure, représenter les marques parce que c'était ton métier, tout simplement. Donc, tu sais aussi ce que les marques attendent et tu sais comment promotionner un secteur. C'est quoi ton regard un petit peu sur la manière dont le poker est promotionné aujourd'hui? Est-ce que tu as un avis là-dessus sur les moyens qu'on utilise, les messages qu'on renvoie? Est-ce que tu penses qu'on est En plutôt fait, bien adapté, qu'il manque des choses? Comment tu vois ça? En fait, clairement, j'ai pas d'avis assez tranché là-dessus parce que je me suis jamais véritablement posé la question. Déjà, ni moi, dans mon fort intérieur, de me dire si j'étais sponsorisé, comment est-ce que je ferais, ni dans ce que je vois auprès des médias. C'est-à-dire que on va y avoir tout ce qui est réseaux sociaux, on va avoir tout ce qui est like, tout ce qui est commentaires, etc. Mais l'important, je pense, pour les roubles, c'est qu'est-ce qu'on ramène sur Internet, à jouer sur Internet, parce que c'est là où ils vont gagner leur argent, ou alors qu'est-ce qu'on ramène à des festivals live, peut-être, ce qui les intéresse aussi, et mettre la marque en avant. Donc, clairement, je ne peux pas te dire, tu vois, à l'heure actuelle, je vois ce que faisait Yo Viral, ce que fait Yo Viral, je vois Julien Martini, que je connais bien aussi, que j'apprécie, et qui, du coup, lui, commence À s'y mettre. à s'y mettre véritablement parce qu'il a son partenariat avec PMU et je le comprends très bien et qui fait dans ce truc-là il commence à jouer des grosses parties de cash game qui jouait déjà, tu vois, mais à médiatiser ça, à mettre en avant ça, en fait, c'est je pense que avec un sponsor, c'est une discussion avec un sponsor de qu'est-ce qu'on raconte comme histoire, qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on va mettre pour toi en avant et qu'est-ce qui doit être mis en avant. Donc en fait, les choix des rooms, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette personne-là. Et je pense actuellement, je ne sais pas exactement si les gens font bien ou pas bien parce que j'ai pas ce recul de voir les chiffres, de voir ce qui rentre derrière. En ce moment, ce qui est vraiment très à la mode et qui fonctionne, c'est les streaming internet, forcément. Parce que tu vois comment l'autre joue, l'autre t'explique ses coups, c'est presque du coaching en live, Bien sûr. et interactif. Et en plus de ça, tu peux apprendre à connaître la personne et puis t'attacher à ces personnes-là. Et c'est vraiment très intéressant aussi. Donc je comprends que les rooms peut-être privilégient ça et besoin de ça. Maintenant, je ne sais pas dans quelle proportion c'est intéressant d'avoir un équilibre d'Alex Réard, par exemple, qui va perfer en live, qui va avoir une bonne image, qui est un mec solide, qui est un mec cool, etc. Et un Arnaud Ansel qui commence vraiment à cartonner en live aussi, Internet, et qui commence à aller sur le live aussi. Ou alors avoir des streamers ou prendre des Gotaga chez PS ou des gens comme ça qui vont mettre de la vie et trucs comme ça, tu vois. Donc, mais tu suis quand même, parce que tu as tous les bons noms là quand même. Hein. Je suis parce que tu as tout le quintet dans l'ordre là. J'ai le tiercé, pas le quintet, j'avais le tiercé là. Mais en fait, et en plus, Alexandre Réard, c'est un mauvais exemple. Il est chiant, Alex. Il est sympa, lui aussi. Il est beau. Il joue bien. Sa femme est exceptionnelle. Il nous emmerde, Alex. C'est trop. Je trouve que c'est un bon exemple. Parce on lui fait un énorme bisou, Alex. Bah oui, bien évidemment. Mais Alex, c'est justement un bon exemple parce que Alex, il commence à bien avancer sur ses réseaux sociaux, mais c'est pas le mec qui va Twitch ses sessions. Non. C'est pas le mec qui va te faire. Non, mais Alex, tu sais pourquoi tu le prends. En fait, Alex, tu le prends parce que c'est un champion, quoi. Voilà. Exactement. C'est un champion. Il va faire le taf. Il va avoir une image très correcte. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il va représenter ta marque. Maintenant, qui est-ce qui a après tu vois, quand tu as chez Winamax, tu prends des Adrien Mateos, tu prends des Joao Vieira, tu sais que voilà, quoi, c'est tout droit, ça va gagner, c'est du champion en fait. Donc en fait, clairement, selon les marques, c'est ce que tu veux apporter du moment aussi, tu vois. Un peu de fraîcheur, un peu de dynamisme. Est-ce que tu veux quelqu'un qui est en live, qui va discuter à table, qui va mettre de l'énergie, qui va fédérer aussi, ou alors tu veux quelqu'un qui soit dans son monde à cliquer, etc., mais qui va te faire des views online. En fait, c'est vraiment très, très adaptable et j'ai pas d'avis tranché là-dessus parce que j'ai pas de chiffres et je sais pas ce dont les roues ont envie et besoin, en fait, clairement. Voilà. Mon ami, dernière question. Oh, je l'attends. Alors, pendant très longtemps, je disais le jour où tu arrêteras le poker, mais en fait, moi, j'ai arrêté cette question, parce que déjà, personne n'arrête, et parce qu'en plus, on n'est pas assez vieux pour se poser ces questions-là. Alors, j'ai un peu modifié. J'ai plutôt envie de te demander, pour les gens qui ont regardé cette vidéo, pour les gens qui apprennent à te connaître, s'ils doivent retenir, si tu as envie qu'ils retiennent une chose de toi en tant que joueur, une chose de toi en tant qu'homme, après cette interview, tu dirais quoi? Ce ne sera pas forcément sur moi, mais ça sera pour eux. Prenez du plaisir à table. On a tellement de chance de pouvoir jouer à un jeu où on prend du plaisir, où on peut gagner de l'argent. Et jouez pas au-dessus de vos limites. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu t'assois à une table, tu peux être là à prendre du plaisir, à prendre des gens, à prendre de l'humain, tu gagneras toujours quelque chose. Tu vois, ça paraît bateau, mais à chaque fois que je joue mal, pendant quelques festivals ou quelques tournois, je me dis, mais putain, la chance que j'ai d'être là.
Mais prends du plaisir, discute avec les gens. Et quand je retrouve mon plaisir, bah, je perds en fait. Là, on a passé une semaine sur que ce soit le 1000, le 2005, le 3000, le 5000. J'ai parlé à toutes mes tables, j'ai rigolé avec tout le monde. On était à table avec Romain Lewis, avec Martini, avec Davidi, avec plein de joueurs. Et même des nouveaux joueurs que je ne connaissais pas, tu vois, de genre Jonathan Pastor, je crois, si je ne me trompe pas sur son nom, et je m'explique si c'est le cas. Et ben, je ne le connaissais pas, on a discuté, on a rigolé. En fait, les gens qui viennent, qui s'assoient à une table et qui prennent du plaisir, ils y gagneront toujours. Donc voilà, c'est ça mon truc, on est là pour prendre du plaisir et pour kiffer. Voilà. Eh bien, mon ami, c'était un plaisir à moi de te recevoir. Un vrai plaisir à partager aussi. Je suis très content parce qu'en plus, je le dis, je pense, je peux me tromper, mais une de mes boîtes les plus anciennes étant sur la communication, j'estime avoir quelques compétences là-dedans et je trouve que tu ferais un magnifique profil de futur brandé, de futur team pro. C'est gentil en tout cas. Et puis en plus, à chaque fois qu'on s'est vu, je t'ai toujours trouvé formidablement agréable et en plus talentueux. Mon Dieu, que c'est chiant d'avoir un compliment. C'est insupportable, c'est insupportable. C'est une interview très gay-friendly. Comme, ouais, grave. Non, mais c'est important. Tu vas arriver chez moi après au dos. C'est ça. C'est ma femme qui... C'est ça, c'est ma femme qui va me dire, mais enfin, mais où es-tu passé? Merci beaucoup, mon ami. Je te souhaite évidemment le plus grand succès possible. Souvent, je dis, tous les réseaux en dessous, bon, ben, je vais mettre ton Facebook. Non, tu peux mettre mon Instagram, Site Bon Julien, je crois, parce que... T'as un Insta? Non, mais t'as un Insta qui est mourant, c'est pas possible. Il est pas mourant, il y a 0 story, 0 post, mais l'endroit où ça arrivera, ce sera là-dessus si ça doit arriver. Bon, alors il faut que tu me l'envoies. Allez vous abonner. Allez vous abonner sur l'Insta de Monsieur. Au moins pour Vegas, il y aura quelque chose à Vegas. Donc c'est dans 3 mois peut-être, ou 4 mois, mais on ne sait jamais avant. Sur un malentendu, je peux craquer. En plus, ta copine est web designer, elle était community manager, donc en fait, peut-être que je peux lui donner mon téléphone. Non mais attends, toi sérieux, ta copine est community manager et toi, t'es pas foutu d'avoir des réseaux corrects? C'est un point de vue, c'est-à-dire que de moi-même, je n'ai pas voulu le faire. Ça ne veut pas dire que c'est pas foutu. Peut-être que quand ça arrivera, ça sera correct. Non, quand ça va arriver, ça va arriver comme une bombe. 10 ans d'attente, ça va partir comme une bombe. Ah, j'en sais rien. En tout cas, merci beaucoup à toi. Allez vous abonner. Merci à toi, mon ami. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis encore une fois. Les dernières émissions sont un succès. De plus en plus d'abonnés et de plus en plus des centaines de messages. Donc, je vous remercie. Et puis, je suis très content de vous voir en live. Moi, on se retrouvera... Alors, attends, ton interview, elle va sortir. On se retrouvera au FPO Annecy où je vais venir à peu près tout jouer, dont évidemment le FPO Omaha, parce que nom de Dieu, je mérite ce trophée en live. Je viendrai avec toi alors. Non, toi tu viens pas. Toi tu viens pas, toi tu viens jouer. C'est vrai, tu seras... Mais non, tu seras... Je vais venir après à Annecy, ouais. Ah, tu viens à Annecy? En fait, je vais au ski juste après, et c'est à 2 jours, c'est juste à côté, c'est à 2 heures, donc je me suis dit, bah, je fais le tournoi et je vais au ski juste derrière. Donc ce sera la fin de mes semaines de travail. Je finirai deuxième de ce FPO Omaha. Je n'aurai pas l'hommage, je serai encore dans le main. Voilà, ça c'est un bon projet. Ça, c'est un excellent projet. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite dans le carré. Ciao.